Ne vous inquiétez pas, comme cette journée va être longue et riche, je pense que tout le monde aura l'occasion de prendre la parole et du coup, ça m'encourage à agrandir le temps de débat avec la salle parce que là, on est vraiment dans un sujet qui fait l'actualité, qui est très fort en ce moment et depuis quelques semaines et je pense que ça libère en effet beaucoup de paroles, de femmes comme d'hommes. Et il faut absolument que vous puissiez tous vous exprimer. Oui, parce que c'est vrai que c'est intéressant aussi d'entendre les hommes sur le sujet. Donc, je vais vous laisser beaucoup la parole. Alors moi, je me présente déjà. Je suis Alexandra Schwarzbrot. Je suis directrice adjointe de la rédaction de Libération. Donc, on est très heureux d'organiser cette journée avec Esther Benbassa. On est très heureux de pouvoir faire parler toutes nos invités sur ce thème bouillant en ce moment. Je vais vous présenter donc nos différentes invités. Je vais d'abord commencer par excuser Cécile Duflot, qui est souffrante. Voilà, c'est dommage parce que je pense qu'il y aurait eu beaucoup de questions pour elle, mais bon, c'est vrai qu'en ce moment il fait froid et beaucoup de personnes ne sont pas très bien. Bon, alors, je vais présenter les autres invités. Je ne connais pas tout le monde, mais comme ça va me permettre d'en découvrir certaines. Donc, Charlotte Soulary. Hein. Charlotte Soulary est responsable de la commission féminisme d'Europe Écologie Les Verts et auteur, d'ailleurs, je l'ai appris, du premier guide de Paris centré sur les femmes. Voilà, donc si ça vous intéresse, après le débat, pendant le déjeuner, vous pourrez aller en discuter avec elle. Je suis désolée, je suis un peu ridicule, mais j'ai cassé mes lunettes. Donc j'ai conscience d'être totalement ridicule, mais j'ai pas le choix. Voilà. Alors, ensuite, vous êtes Emmanuelle, c'est ça, Emmanuelle Le Texier, vous êtes conseillère politique au groupe socialiste et démocrate au Parlement européen, c'est ça? Voilà. Vous êtes Julia Castagnier, c'est ça? Voilà. Vous êtes directrice de la communication du Parti communiste. À ma droite, Clémentine Autain, députée de la France Insoumise. Oui, évidemment, c'est une formule, vous l'avez tous compris. Et à ses côtés, Anne-Cécile Melfer, présidente de la Fondation des femmes. Voilà. Donc, je crois qu'on a des différents profils, on a de quoi faire. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que chacune, quand même, se présente et surtout se positionne par rapport au sujet de notre table ronde, qui est quand les femmes brisent le silence, la vérité s'impose. Alors, c'est vrai qu'on a tous en tête l'actualité du moment. Hein, voilà. Est-ce qu'il faut s'arrêter sur une actualité? Donc, évidemment, on pense à l'affaire, entre guillemets, Hulot. Est-ce que c'en est une? Est-ce que ça n'en est pas une? C'est un sujet extrêmement intéressant. Je pense que c'est important d'élargir, hein, on ne va pas se focaliser là-dessus, il faut élargir, mais quand même, comme tout le monde ne parle que de ça, ce serait dommage de ne pas en parler. Donc moi, ce que je vous propose à toutes, c'est de vous présenter rapidement et de vous positionner par rapport à la question du débat, mais de le faire assez vite, de façon que soit un débat s'instaure entre vous, ce qui serait bien, soit que le débat s'installe très très vite avec la salle, parce que je suis sûre que vous avez plein de questions pour nos intervenantes. Donc, écoutez, on va commencer par l'ordre dans lequel on est assise, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Voilà. Donc, Julia Castagnier, présentez-vous et présentez-nous votre point de vue. Alors, donc moi j'ai été présentée comme directrice de la communication du Parti communiste. Je tiens quand même à préciser que je ne parle pas au nom du Parti communiste, je ne suis pas porte-parole du Parti communiste, et que j'interviens à titre individuel comme actrice, ayant été une actrice du mouvement Balance ton port, puisque j'ai témoigné avec deux autres femmes des comportements plus que insupportables de Monsieur Lassalle. Voilà, j'aurai l'occasion de vous en reparler. J'avoue avoir été un petit peu étonnée et questionnée par la formulation de la question, de la thématique de ce deuxième atelier, parce que vérité et politique, je pense qu'on peut faire une thèse dessus, ce que je ne vais pas faire parce que j'ai compris qu'il fallait être très court. Mais bon, questionnons cette question de vérité. Ça a été dit, donc je vais aller très vite.
ce dont il est question sur la question des violences faites aux femmes, c'est une question de pouvoir. Et Mathilde le disait tout à l'heure, en politique, les hommes politiques sont des acteurs beaucoup plus exposés, je pense, à ces agissements pour deux raisons. La première, c'est le rapport au pouvoir. Donc moi, j'ai été 5 ans attachée parlementaire d'un député, 2 ans chef de cabinet, 3 ans conseillère politique de Pierre Laurent, et puis maintenant, je suis directrice de la communication. Donc c'est un monde dans lequel j'évolue depuis 10 ans et qui m'a permis de voir la diversité des hommes politiques, mais surtout une particularité de certains hommes politiques, c'est le rapport au pouvoir, à une espèce de, comment dirais-je, de puissance symbolique qui les anime, et le fait qu'ils, dans leur rapport avec les femmes, il n'est pas de limite, parce qu'on ne leur en met pas, parce que tout leur est donné. Et donc il y a ce rapport-là qui, à l'origine, je pense, peut susciter des comportements de ce type-là, mais le vrai problème, parce qu'on peut passer des heures à réfléchir à la question individuelle de Monsieur Lassalle, je pense que la psychologie de Monsieur Lassalle, là aussi on pourrait en faire une thèse, mais c'est pas ça qui est intéressant. On n'en a pas besoin. Peut-être que lui en a besoin, par contre. Ce qui est intéressant, c'est de savoir quel est le système autour de ces gens-là qui leur permet d'agir comme ça. Parce qu'un agresseur, à part qu'il ait de très, très, très lourds problèmes psychologiques, si à un moment donné, il y a un passage à l'acte, c'est que le système autour de lui permet un passage à l'acte. Et ce système, il est beaucoup plus profond, beaucoup plus ancré dans notre société que certains peuvent l'imaginer. Et à partir de ça, c'est à partir de ça que s'articule la question de la vérité, de la parole des femmes. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la question de la vérité de la parole individuelle, elle est très complexe. Je pense qu'elle se traite principalement dans les tribunaux, mais elle est aussi très fragile. Or, dès qu'on va se mettre à parler, c'est vers cet environnement, qu'est l'environnement individuel, le rapport direct à l'agresseur, qu'on va enfermer les femmes. Et je vais juste développer 2 secondes sur ce point-là. Alors que, si on pense en termes de système, l'avènement d'une vérité collective par un mouvement de femmes qui libère sa parole, qui s'organise, qui agit, là alors on peut parler de vérité. Pourquoi je dis que la vérité individuelle, elle est relative? C'est parce que du moment où vous allez parler, on va vous enfermer dans ça. Les premières réactions, moi, quand j'ai parlé de l'agression dont j'avais été victime par Monsieur Lassalle, qui était à l'Assemblée nationale, ça a été de dire, et ça c'est automatique, c'est une vengeance politique. C'est une personne qui veut se faire connaître. Alors bien sûr, moi j'ai toujours rêvé d'être connue autour de mon postérieur, il faut que vous le sachiez. Donc si vous avez des contrats à me proposer, sachez que je suis disposée à les envisager. Mais c'est ce qui s'est passé, c'est le discours qui a été véhiculé par Monsieur Lassalle qui, au lieu de faire preuve de retenue, est allé chez Monsieur Bourdin, dans tous les médias, à dire de toute façon, c'est une vengeance politique. Et dernièrement, il y a 2 semaines, il a dit c'est un coup de Monsieur Macron. C'est comme quoi au Parti communiste, on a des ramifications au-delà de la place du colonel Fabien. Je suis ravie de l'apprendre. Le deuxième phénomène qui va enfermer la parole des femmes, c'est celui de la réaction du système autour. Et de la tribune qu'ont pu publier, par exemple, Catherine Deneuve et ses amis, à tous les gens qui, au fond d'eux, par leur inaction, par leur silence ou par leur bienveillance vis-à-vis d'un système qui, au final, sert les hommes, ont laissé faire. Et ça, c'est le plus dur. Parce que M. Lassalle fasse sa défense, d'accord, mais qu'il y ait une remise en cause comme ça, insidieuse, permanente, c'est ça qui est le plus dur et qui fait que on va nous demander de justifier, mais t'es sûr que c'était pas il a des grands bras. Voilà ce que j'ai entendu, moi. Il a des grands bras. D'accord. Moi aussi, j'ai des grands bras. Bon, c'est pas pour ça que je touche les fesses des hommes. On va vous dire, mais oui, c'est de la drague appuyée, maladroite et tout. Parce qu'au final, ce sont peut-être eux qui portent plus de responsabilité dans le maintien de ces actes-là, dans le maintien de ce système, que M. Lassalle lui-même, ou que tous les agresseurs de M. Baupin, tout ça. Et le dernier point, qui est peut-être le plus dur à comprendre pour nous, c'est la pression individuelle de la personne qui parle. Et nous, moi, j'ai une culture féministe, mais je suis pas imperméable à la société dans laquelle je vis. Et il se trouve que même en ayant libéré ma parole, en ayant dénoncé un acte, j'ai subi des difficultés à l'assumer parce qu'il y a une banalisation, parce qu'il y a une minimisation,
parce qu'il y a un conflit de loyauté aussi. Moi, j'ai parlé parce que j'étais plus attachée parlementaire, que j'étais plus chaque matin à devoir croiser Monsieur Lassalle dans les couloirs de l'Assemblée, que j'ai travaillé plus dans ce milieu-là. C'est plus facile pour moi. Mais sinon, on se tait. Et ça, c'est parce que malgré la conscience de tous les phénomènes, malgré le féminisme, tout ça, on est des produits de notre époque. Et moi, c'est marrant qu'il y ait Clémentine à la tribune, parce que la première fois que Clémentine elle a parlé de son viol, du viol dont elle avait été victime, j'étais adolescente et je l'ai regardée à la télé. Je devais avoir 15 ans, 16 ans, et j'étais chez moi, donc dans un milieu communiste, avec plein de gens bienveillants et tout. Et moi, je trouvais ça très courageux ce qu'elle était en train de faire. Et les réactions autour de moi, ça a été, elle fait ça pour qu'on parle d'elle. Et alors que j'étais dans un milieu vraiment... Et ça, on l'intègre, nous. On l'intègre et on est le fruit de ça. Ce qui fait que moi, quand j'ai me posé la question de la vérité de ce que j'ai dénoncé, c'est compliqué parce que je n'ai aucune preuve, parce que je sais ce que ça veut dire de dénoncer un acte comme ça, mais que la société, elle, me pousse à me taire. Bon. Une fois qu'on a dit ça, il y a quand même de l'espoir. C'est que je crois vraiment que ce qui sort avec Balance ton port, MeToo, c'est l'émergence d'un mouvement collectif et donc l'imposition en quelque sorte d'une vérité collective. Et je finirai sur ça en conclusion. Il y a un très beau discours de Jean Jaurès, un discours qui l'oppose à Jules Guesde, je crois, qui est le discours des deux méthodes. Le discours des deux méthodes, et qui dit que lui, il parle de la prise de conscience des ouvriers, et il dit que la prise de conscience est une chose, mais elle ne sera efficace que s'il y a une perspective politique. Donc là, lui, il parle pour la structuration d'un mouvement ouvrier politique, mais je pense que pour la question des femmes, c'est la même chose. Daniel Obono parlait tout à l'heure de la suite. Je pense qu'on arrivera à donner une nouvelle étape à cette libération des paroles des femmes si on leur donne une perspective politique, si on structure les choses et si on fait bouger concrètement les choses. Moi, je vois dans mon organisation, qui est une organisation féministe, les choses ont bougé. Il y a un manifeste qui a été publié, il y a des petits changements qui s'opèrent. À l'Assemblée nationale, j'ai cru comprendre que c'était beaucoup plus lent, mais si on se concentre sur le fait que nous luttons contre un système et que c'est une réponse systémique qu'il faut apporter et que la parole des femmes s'inscrit dans ce mouvement global, alors je crois qu'on aura emprunté le bon chemin. Merci. Merci beaucoup, c'était parfait, c'était vivant, malheureusement vécu. Alors, je vais changer un peu l'ordre, excusez-moi Emmanuel, mais comme Clémentine Autain a été non pas interpellée, mais citée, est-ce que Clémentine, vous avez l'impression justement qu'il va y avoir un avant et un après Balance ton port, c'est-à-dire que maintenant, ce que dénonçait justement Julia, ça va être plus difficile. Enfin, évidemment, on est obligé de passer par une dévalorisation de la parole des femmes parce que c'est malheureusement le passage obligé. Mais maintenant, est-ce que ça va changer? Vous sentez que ça va changer quelque chose, Balance ton port? Ça change quelque chose. Oui. Moi, je pense que ce qui se passe est une rupture historique fondamentale, majeure. C'est un basculement énorme. Et je voudrais d'ailleurs commencer du coup par raconter l'état d'esprit qui était le mien au moment où j'ai dit avoir été violée. Ce qui n'a pas été simple, évidemment, de poser cet acte qui est de nature politique, puisque tout invite à se taire. Tout invite à se taire. Et en fait, juste pour qu'on comprenne bien, l'affaire s'est faite dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'ai en réalité longtemps menti. J'ai longtemps menti parce que je suis devenue militante féministe. J'ai créé Mixité avec d'autres, une association féministe mixte en 2007, après avoir été violée. Et c'est ce viol qui m'a conduit à une prise de conscience féministe et qui a suscité cet engagement et donc qui est totalement à l'origine de mon engagement féministe. Et quand les journalistes me demandaient d'où venait mon féminisme, je répondais autre chose. Je répondais n'importe quoi, comme tout le monde, le sexisme ambiant, blablabla. Bla bla. Donc en fait, j'ai longtemps menti. Et au bout d'un moment, c'est vrai que ça devenait lourd parce que je me disais, je suis complice finalement des violeurs. Je participe de ce silence. Et le viol que j'ai subi a été jugé aux assises. L'homme qui m'a violée a avoué avoir violé entre 20 et 30 femmes.
Et nous étions 3 femmes dans le box des accusations le jour du procès. Ce qui a été pour moi un sentiment de révolte absolument terrible, parce que c'était un violeur en série qui était connu dans le quartier où il violait, à Stein, en Seine-Saint-Denis. Et donc quand moi j'ai déposé plainte, les policiers sont allés faire le tour comme ça pour aller interroger dans le quartier. Et ce qu'ils ont entendu, c'est oui, tout le monde sait qu'il y a un violeur dans le quartier, on le sait. Et puis, arrivé dans une des maisons, il y a quelqu'un qui a sorti un numéro de plaque d'immatriculation en disant « Bon, un jour, je sais pas, j'ai trouvé ça louche, j'ai relevé la plaque d'immatriculation. » Peut-être que la personne, d'ailleurs, qui a témoigné avait été elle-même victime, mais n'avait rien dit. Et c'est comme ça que le type a été retrouvé, et on a avoué entre 20 et 30, et nous étions 3. Et donc, je me suis beaucoup interrogée sur ce silence, en fait, des femmes. Non pas que j'en veuille aux femmes de ne pas parler, évidemment, mais j'étais bien obligée de me dire quand même, c'est fou, quoi. Ce type aurait pu attraper depuis bien longtemps, et évidemment, j'aurais pu échapper à ce viol. Donc c'est de là qu'est parti mon engagement, et en même temps, j'ai été dans ce silence longtemps, et quand j'ai décidé de parler, autour de moi, tout le monde m'a déconseillé de parler. Mes plus proches m'ont dit, mais tu vas te faire pilonner, ça va pas être compris, etc. Et je l'ai fait vraiment par un moment où peut-être je me sentais davantage prête, et comme quelque chose de l'ordre de la nécessité. Et à ce moment-là, on a fait ensuite un appel, donc, qui est le fameux manifeste, enfin fameux, je ne sais pas s'il est fameux, mais en tout cas qui a été le manifeste des 313 femmes disant avoir été violées. Et donc à cette occasion, j'ai appelé de très nombreuses femmes politiques, des stars de cinéma, de ci, de là, etc. Et de ces discussions, j'ai été assez abattue, je dois reconnaître, parce que beaucoup de femmes m'ont parlé, et beaucoup de femmes m'ont dit pourquoi elles ne signeraient pas ce manifeste. Parce qu'elles avaient peur, parce que beaucoup d'actrices, c'était parce qu'elles avaient peur pour leur carrière, des femmes politiques parce qu'elles ne voulaient pas, disaient-elles certaines, donner à voir quelque chose qui a à voir avec le privé. Et donc c'est la première chose dont je voulais parler ce matin, c'est que ce n'est pas une affaire privée, c'est une affaire politique. Et donc quand j'ai parlé du viol que j'ai subi, ceux qui m'ont vu savent que je n'ai pas raconté... J'aurais pu, j'en fais pas, mais je veux dire, j'ai posé un acte politique. J'ai pas raconté comment je me suis remise, ce qui m'est exactement arrivé dans le détail. C'était pas ça. J'ai posé un acte politique qui dit voilà, j'ai été victime de viol. Et j'ai beaucoup entendu. Alors personne m'a dit en face. Je redoutais cette remarque. Elle fait ça pour se rendre intéressante, pour qu'on parle d'elle. Bon, ça j'avais un peu évacué parce que comme je réponds quand on me dit ça, mais en fait on me le dit pas. On me le dit toujours de seconde main. Ça ne m'est jamais arrivé que quelqu'un me le dise en face. Mais j'ai toujours répondu qu'effectivement tout le monde n'avait pas la chance d'avoir été violé pour pouvoir se mettre en avant. Même si en fait on est assez nombreuses, beaucoup plus nombreuses à le faire, mais c'est vrai qu'il faut avoir la chance d'avoir été violée pour pouvoir se mettre en avant, pour avoir été victime de viol. Et deuxièmement, non, c'est pas quelque chose de facile, c'est pas un moment, je veux dire, pour se mettre en avant, je trouve qu'il y a des choses plus sympas, et que justement tout le problème est aussi ce regard, et les gens qui étaient autour de moi me disaient mais on va te regarder comme une victime. Bon, et il y a une femme politique de premier plan, dont je ne dirai pas le nom, qui m'a dit quand on veut faire une carrière en politique, quand on veut aller haut, on ne raconte pas ce genre de choses, parce qu'on est disqualifié de fait. Voilà, quelqu'un qui a aussi été victime et qui ne voulait pas le dire, et qui estimait que poser cet acte-là était de le dire, et donc de s'afficher d'une certaine manière comme une victime, rendait toute carrière, entre guillemets, morte et non avenue, parce que du coup le regard des autres allait enfermer dans le statut de la victime. Ce qui est bien, c'est que maintenant... Ah bah oui. Ce qui est bien, c'est que maintenant, je savoure. Ça se passerait différent. Oui, c'est ça. Je savoure, balance ton porc, autant vous dire. Autant vous dire que je savoure. D'autant plus que c'était aussi une question qui marginalisait dans le champ politique. C'est-à-dire, j'allais prendre position sur une question qui était à la marge, la question des femmes. Et autour de moi, on me disait, mais non, si tu veux prendre des galons politiquement, il faut que tu parles du cœur, et pas de ces trucs de bonnes femmes qui marginalisent. Bon, je suis très heureuse de voir qu'avec Balance ton porc, on est au contraire, on a posé cette question comme une question politique qui n'est pas donc de l'ordre du privé, de raconter ces petites histoires, mais qui a bien à voir avec le champ proprement politique, parce qu'il a à voir avec les rapports de domination, parce qu'il a à voir, voilà. Mais c'est pareil aussi pour la question du partage des tâches domestiques.
quand on nous dit mais ça c'est des affaires, chacun les règle chez soi et se débrouille. Oui, sauf que ça se règle à peu près partout de la même manière. Donc c'est bien qu'il y a un sujet de nature sociale et politique, et que la politique, elle se niche aussi dans ces enjeux-là. Et c'est un des apports de 68 d'ailleurs, puisque cette année va être l'anniversaire, que d'avoir instillé cette idée que des choses de l'ordre du privé, qualifiées comme étant du privé, devaient se situer dans le champ du politique. Et le privé et politique est quelque chose, à mon avis, qui nous propulse très haut. Et c'est ça, voilà, c'est cette juste articulation entre l'intime. L'intime, c'est pas la même chose que le privé. Vous voyez ce que je veux dire ? Je n'ai pas révélé des choses de mon intimité. Je n'ai pas révélé, et j'aurais pu, encore une fois, j'en fais pas. J'ai fait un choix qui était de le situer stricto sensu dans le champ politique et de ne pas être là à livrer mon intimité profonde, que je garde pour moi. Et d'ailleurs, je pense qu'il est toujours de toute façon très difficile de livrer son intimité profonde. Il reste toujours une part d'intime en réalité, même quand on dit des choses parce que c'est, ou alors il faut la littérature, ou alors il faut, vous voyez ce que je veux dire, mais on est dans autre chose. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vraiment dire, c'est que il y a eu un moment de grande solitude à ce moment-là. La tournée téléphonique m'a beaucoup heurtée, et dans le même temps, tout de suite, et c'était pourtant il y a 10 ans, énormément de remerciements, des remerciements dans la rue et des remerciements de la même manière et encore plus fort, le jour où j'ai eu une nausée physique qui était liée à l'affaire DSK, et où en fait j'avais regardé BFM le soir où l'affaire était sortie, et où je voyais ce défilé de mecs, et pas que de mecs d'ailleurs, je me souviens d'Elisabeth Badinter, et ça m'a donné beaucoup de courage pour le lendemain matin, qui nous expliquait que cet homme, enfin vous vous souvenez de ce moment-là, donc la femme de chambre qui n'avait pas de nom, etc., mais que lui, enfin vous comprenez, avec ses études, etc., son bagage, enfin comment on pouvait penser qu'il avait commis une chose pareille. Et le lendemain matin, j'ai déposé mon môme à l'école, et j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé l'AFP, et j'ai absolument vidé mon sac, parce que je trouvais que c'était tout à fait insupportable, mais à ce moment-là, personne ne l'avait fait. Et là encore, c'était des remerciements, et c'était des remerciements dans la rue. C'est-à-dire que les gens me disaient merci. Voilà, il y a eu un moment où il faut quand même arriver à dire stop là-dessus. Et Balance ton porc, c'est ce déferlement populaire qui a à voir avec cette histoire sur lesquelles j'ai contribué, mais avec d'autres, je ne suis pas la seule. Et je veux dire, ce qu'a fait Sandrine et ce qu'ont fait toutes les copines dans l'affaire Beaupin, c'est quelque chose qui a aussi jalonné une séquence, je dirais. Je dirais que Balance son porc s'inscrit d'une certaine manière dans une séquence. Je pense que les historiens et les historiennes surtout le resitueront comme ça. C'est une séquence où d'un seul coup, dans le champ politique, on fait entrer cette question. Et donc, c'est une affaire collective, et je me sens pas plus courageuse que ça, mais simplement d'époque, en fait. Oui, dans cette affaire-là. C'est plus ça. J'ai juste l'impression d'être dans l'époque, et je suis terriblement ravie de voir ça. Alors, deuxième aspect, je le reprends dans l'autre sens, qui est maintenant dans le champ politique, ce que j'observe, parce que je suis à l'Assemblée nationale depuis le mois de juin, donc je ne peux pas comparer avec avant, mais c'est vrai que j'ai longtemps été en dehors un peu de ces sphères politiques. Je travaillais, enfin j'avais d'autres lieux, et là, d'être immergée dans l'espace proprement politique depuis juin, je me reprends une piqûre que j'avais un peu oubliée de ce que c'est que le sexisme profond qui existe quotidien, voilà, de ce que c'est que c'est ce rappel. Il ne faut pas croire que c'est l'insulte suprême, ce qui va être en haut, qui en fait est le plus grave d'une certaine manière, même s'il faut le dénoncer. C'est ce rappel à l'ordre des sexes permanent, qui touche au corps, qui touche à la parole, qui touche à tout. Et c'est sur ça qu'il faut qu'on arrive à agir. Parce qu'il y a d'une part une intériorisation de la domination pour nous, et il y a d'autre part des faits et des gestes et des mots répétés dont les hommes eux-mêmes n'ont pas réellement conscience, c'est-à-dire qu'ils ne perçoivent pas. Et Balance ton porc, et c'est ça qui a été formidable, c'est que moi j'ai eu des conversations avec des hommes qui sont venus me voir et qui se remettent en cause, mais vraiment, qui disent ah ben tiens là c'est vrai, je me disais ma collaboratrice, je lui faisais 25 blagues par jour comme ci ou comme ça, peut-être qu'en fait je m'en rendais pas compte, mais j'étais dans un comportement qui était un comportement de nature sexiste. Et donc le mouvement évidemment il nous permet nous de libérer notre parole, mais je trouve qu'il interroge profondément les hommes qui se sentent déstabilisés et qui se remettent en question. Alors, il reste toujours des qui se remettent pas en question, qui nous expliquent que c'est que de la délation, etc. Mais je crois que ça fait aussi bouger les lignes chez un certain nombre d'hommes et que c'est très important. Pour autant, mais ce n'est pas tout à fait le sujet, mais c'est aussi un des sujets qu'il faut qu'on se pose, c'est qu'en politique,
la question de comment on est une femme en politique est une question extrêmement, extrêmement compliquée. Et moi, ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas de lieu de discussion, de mise en commun véritablement sur ça. Qu'est-ce qu'un personnage féminin en politique? Est-ce qu'on fait comme on a fait autrefois, c'est-à-dire s'aligner sur des modèles masculin. Quand vous regardez des personnages comme, enfin des personnalités, des femmes politiques que je respecte profondément, je pense à Marie-Georges Buffet, à Martine Aubry, c'est une génération de femmes. Elles étaient très 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 seules. Et la stratégie qu'elles ont adoptée a été une stratégie de finalement se représenter plutôt dans des normes qui sont des normes masculines. C'est une génération, c'est une possibilité. Et quand on est très minoritaire, je dirais presque que c'est sans doute la seule possibilité. Quand on a conquis plus de place dans l'espace politique, a émergé une autre figure, qui est la figure de Ségolène Royal. C'est une autre figure totalement. Voilà une femme politique qui brigue en plus le pouvoir suprême, la présidence de la République, et qui le fait en assumant sa féminité. Alors, je ne dis pas que moi j'adopte tout ce qu'elle a fait, j'ai pesté devant ma télé le jour où elle a dit « je veux pour la France la même chose que ce que je veux pour mes enfants ». Bon, moi, la maternitude et tout le bazar, c'est pas du tout ma tasse de thé, mais je lui reconnais d'avoir cherché de ce côté-là, c'est-à-dire d'avoir dit « est-ce qu'on peut être dans des atours féminins et donc ne pas se mouler dans le masculin ». Je vous jure que c'est des questions, mais qui sont des questions très, très, très difficiles. Ça touche à la voix, ça touche au corps, ça touche à... la politique, c'est un exercice de tribun. Le tribun, il est masculin. Les micros, ils sont réglés pour des voix d'hommes. Notre oreille est réglée pour écouter des voix de femmes. Cécile n'est pas là, mais elle le sait, Duflot parfaitement. Que n'a-t-on entendu sur la voix de Cécile Duflot ? Qui n'est pas une voix qui convient. Mais vous entendez Ruffin, c'est François qui me faisait la remarque hier, Ruffin, parce que je parlais des voix de femmes dans l'Assemblée, et je lui dis, tu vois, c'est terrible, les voix de femmes, le truc de réglage. Il me dit, ah, mais moi aussi, j'ai une voix infernale. Et c'est vrai qu'il a une voix qui est... Mais lui, ça ne produit pas du tout le même effet que des voix de femmes, vous avez vu. Ça fonctionne bien. Donc ce que je veux juste dire, c'est qu'on a un vrai travail à produire pour imaginer ce que peut être le profil, et pas un profil, je ne propose pas un profil, c'est pas du tout ça, mais je propose que nous poussions cette réflexion, parce que si nous sommes un peu véhémentes, nous sommes agressives, si nous sommes trop douces, on n'a pas les couilles sur la table et on n'aura jamais de pouvoir. Enfin, vous voyez bien le problème, cette affaire est extrêmement difficile à tenir, et moi je plaide profondément pour de la sororité de ce point de vue-là. C'est-à-dire que cette réflexion ne peut pas se faire si nous nous laissons enfermer dans ce qui est un effet pervers de la parité, que les mecs ont d'ailleurs bien compris. C'est que vous avez des cases pour les femmes et vous avez des cases pour les hommes. Et donc ça entretient l'idée que les femmes doivent se bouffer le nez entre elles parce qu'elles vont occuper enfin, vous voyez bien, puisqu'il y a la case femme. Donc on va entre nous se pourrir pour les places, et puis les mecs vont continuer leur petit cirque entre eux, d'hommes dominants qui de toute façon se parlent entre eux. Là, plus vous montez en grade, plus vous observez ça, c'était littéralement sidérant. Donc j'appelle à la sororité et à la réflexion sur comment peut-on être femme en politique sans être moulée dans les normes masculines, ni enfermée dans une féminité qui n'est pas en tout cas mon horizon. Voilà. Merci beaucoup. Ça peut être une des pistes après l'intervention de Daniel Obono. C'est vrai que sur l'avenir, comment s'organiser, comment faire en sorte que les femmes se sentent plus à l'aise et arrivent à s'imposer dans l'espace politique, ça peut être une des pistes d'avenir. Emmanuel Le Texier, est-ce qu'au Parlement européen, on n'en parle pas beaucoup de ce qui se passe au Parlement européen? Est-ce que Balance ton port et MeToo a atteint Bruxelles? Oui, il a atteint Bruxelles et je dois avouer que quand nous avons commencé à nous organiser collectivement pour briser le silence, on pensait faire avancer énormément les choses dans notre institution, mais je me rends compte que nous avons déjà beaucoup de structures en place, contrairement à ce qu'il y a à l'Assemblée nationale, et je suis assez effarée de l'absence de règles internes, de mécanismes, de sanctions. Il y a vraiment une effarante spécificité française. Donc ça, je dois le dire, je suis vraiment abasourdie. Et donc j'espère que d'une certaine manière, je peux vous donner un
éclairage de ce qui se fait dans d'autres assemblées parlementaires et notamment au Parlement européen, même si finalement notre modèle à nous est plutôt le modèle nordique, donc c'est vers là qu'on essaye d'aller quand on se mobilise. Donc je voulais d'abord commencer par aussi faire référence à Jeanne Ponté, qui a été notre lanceuse d'alerte au sein du Parlement européen et qui a collecté depuis début 2014, le début de ce nouveau mandat, des témoignages de collègues, des femmes, mais aussi parfois des hommes, sur les comportements sexistes et notamment de harcèlement sexuel sur notre lieu de travail. Et en tant qu'ancienne victime moi-même, et témoin, puisque je suis aussi depuis 3 ans conseillère confidentielle au sein du groupe socialiste et démocrate au Parlement européen, et donc j'accompagne des victimes dans ce cadre-là. Nous sommes formés de manière professionnelle aussi pour accompagner et accueillir cette parole. Ça a été mentionné dans le premier panel, c'est très important. Pardonnez-moi, vous avez été victime de harcèlement vous-même La mandature précédente. Dans la, oui, tout à fait, dans la mandature précédente, d'accord. Donc nous avons décidé de profiter du MeToo, moins du balance ton porc, parce que c'est peut-être moins dans la culture... Enfin voilà, nous sommes 28 pays et c'est une culture un peu différente. Je pense finalement il y a une sorte de contrôle social aussi du fait de ce mélange des nationalités au sein du Parlement européen. On a les stéréotypes. C'est vrai qu'on trouvera plus de cas d'agresseurs dans certaines nationalités que dans d'autres, mais on a aussi une forme de contrôle finalement par des modèles nordiques sur leurs propres collègues. Donc ça c'est aussi important à dire. Entre hommes, puisqu'on parle du rôle des hommes aussi dans cette question-là. Donc comment nous nous sommes organisés ? On est parti du principe qu'on ne voulait absolument pas travailler sur le lancement de noms d'agresseurs. Ça, c'était notre ligne rouge aussi, parce que ça nous permet de garder un peu de marge de manœuvre. Finalement, on a notre liste qui nous protège d'une certaine manière aussi. On est parti à plusieurs et uniquement entre groupes progressistes, parce qu'on n'a trouvé aucun soutien dans les familles conservatrices. Donc ça, il faut le dire. Ce combat, c'est un combat qui a été mené par le groupe socialiste et démocrate, le groupe des Verts européens, le groupe de la gauche radicale et le groupe des libéraux. À aucun moment, et cela nous questionne parce que nous souhaitons aussi pouvoir aider nos collègues femmes des autres groupes conservateurs à briser le silence dans leur famille politique, et nous avons une forme de responsabilité pour les aider en ce sens. Et elles ne viennent pas vous voir en off, c'est-à-dire anonymement nous avons des contacts et nous avons des témoignages, mais travailler ça en interne de leur famille politique est très difficile. Voilà. Donc on est parti à plusieurs, collectivement, dans les familles progressistes, et on est parti grâce au soutien des médias. Donc il faut le dire, sans pression extérieure médiatique, nous n'aurions pas réussi à obtenir que le Parlement européen vote une résolution sur le harcèlement sexuel, et notamment sur les conditions au sein de son enceinte parlementaire le 26 octobre 2017. Donc nous avons travaillé avec des médias importants, c'est-à-dire le Times, le Spiegel, le Monde, le Politico, qui ont fait leurs enquêtes. Et Politico, en quelques semaines, a collecté en quelques jours, a collecté plus de 50 témoignages, y compris de cas de viol donc sur notre lieu de travail. Face à cette pression médiatique, il n'y avait plus aucune résistance politique possible, y compris dans la famille des conservateurs. Donc nous avons eu cette résolution au Parlement européen qui a touché bien sûr au harcèlement sexuel pour l'ensemble des femmes en Europe, mais aussi sur notre lieu de travail. Et nous avons lancé 5 pistes pour améliorer les structures existantes. Il y a des structures qui existent au Parlement européen, contrairement à un grand nombre d'assemblées nationales en Europe. Depuis 2006, nous avons un comité de harcèlement qui enquête sur les cas de harcèlement moral et sexuel ou comportement inapproprié entre membres du personnel. Nous sommes à peu près 3000 personnes à travailler au Parlement européen. Et il y a un deuxième comité qui a été créé en 2014 qui, lui, travaille sur les cas impliquant les élus, les eurodéputés et les assistants parlementaires. Pourquoi ces deux structures ? Parce qu'en 2014, le Parlement européen a été condamné par la Cour de justice européenne puisqu'il n'avait pas suffisamment protégé une stagiaire qui était victime de ce type de comportement. Mais les élus ont décidé qu'il fallait mieux avoir leur propre structure composée de 3 députés européens, un assistant parlementaire et un membre du personnel pour gérer entre eux les cas éventuels de situations de harcèlement moral ou sexuel. Donc on a des structures, mais elles peuvent être bien améliorées. Donc les 5 axes pour nous d'amélioration des normes et des règlements intérieurs au sein du Parlement européen pour vraiment parvenir au fait que les victimes déposent leurs plaintes, c'est-à-dire qu'elles ne restent pas accompagnées par des conseillers de confiance comme moi, ou par leurs collègues, ou par leur famille, mais qu'elles fassent le pas de déposer une plainte devant ces structures. Nous avons 5 axes et je terminerai là-dessus, mais je pense que c'est important, comme c'est un débat assez franco-français aujourd'hui, de montrer ce qui se passe aussi dans d'autres assemblées.
Donc du par nous avons, enfin, quand je dis nous, en fait, ce sont les députés européens qui ont donc voté à 580 voix pour et 10 abstentions cette résolution, forcée par l'élan et la vague médiatique. D'abord, nous demandons une recomposition de cet organe parce que nous considérons qu'on ne peut pas avoir dans un organe des juges et parties, c'est-à-dire 3 députés, un représentant des assistants parlementaires et un staff, c'est pas équilibré. Donc on demande une composition équilibrée ou mieux encore un guichet unique formé par des professionnels du secteur. Parce que comme l'a dit, je pense c'était la personne de chère collaboratrice avant, nous ne sommes pas formés en fait. Les députés ne sont pas formés dans leur mandat d'élu à investiguer, à faire des auditions des 2 parties qui sont dans la situation. Ce sont des cas souvent complexes et donc il faut un soutien professionnel pour ça. Nous demandons donc cette professionnalisation là. On demande aussi la mise en place d'une politique de prévention, donc la mise en place de conseillers de confiance qui existent déjà par exemple à la Commission européenne ou au Conseil européen, qui n'existe pas au Parlement européen, qui n'existe que dans le groupe socialiste et démocrate et ça déjà depuis 2006. Donc nous sommes le seul groupe politique qui avons mis en place cette structure-là. Et dans la politique de prévention, on demande de faire attention au contenu. C'est très bien de publier des brochures, mais par exemple, je vous ai apporté celle du Parlement européen qui est assez cocasse. Donc en plein moment du MeToo, la couverture du 0 harcèlement sur le lieu de travail, le guide pour les membres, c'est un homme qui se prend la main dans la tête avec voilà, sa cravate qui lui pend entre les jambes. Et ça, c'est au moment du MeToo. Donc il y a vraiment une erreur de communication incroyable de la part des services. Et puis le contenu, évidemment, vraiment que ce soit pour les partis politiques ou les assemblées, il faut faire appel à des professionnels de santé, de sécurité au travail, de services médicaux, de psychologues qui aident à rédiger ce type de brochure. Le 3e axe, c'est celui de la protection des victimes. Donc ça, c'est vraiment important. Donc on a des articles, nous avons 2 articles, l'article 12 et l'article 24, qui protègent le personnel du Parlement européen. Mais il faut mettre en place aussi les mesures de protection d'urgence, l'écartement des personnes si besoin, et bien sûr la protection contractuelle, parce qu'on le sait bien, l'abus de pouvoir est lié aussi à la précarité des contrats, notamment les clauses de confiance qui peuvent être brisées assez rapidement. Le 4e volet, c'est celui des sanctions. On n'en a pas beaucoup parlé ce matin. Moi, je vois qu'apparemment, il n'y a pas de sanctions vraiment existantes à l'Assemblée nationale. Donc, au Parlement européen, nous avons l'article 166, donc, qui consiste en un blâme public qui est fait en plénière. Donc, c'est-à-dire que si un cas est investigué de harcèlement sexuel, le nom du député européen est annoncé en plénière. Donc, nous avons eu un cas dernièrement, un député croate de la famille libérale qui était l'enquête s'est déroulée donc dans toute bien sûr confidentialité et il a été jugé comme étant auteur de harcèlement moral sur un membre de son staff et ça a été annoncé en plénière. Alors dans le petit formulaire là oui bien sûr oui. C'est un cas de harcèlement moral qui est reconnu par l'instance du Parlement. Ça n'empêche pas les victimes d'aller ensuite porter leur cas devant la police belge si les faits se sont développés à Bruxelles ou devant la législation française si ça se passe à Strasbourg ou luxembourgeois si c'est au Luxembourg. Donc il y a toujours d'autres recours possibles à l'extérieur des instances du Parlement. On peut gérer en interne ou la victime peut choisir de présenter son cas devant la législation nationale. Ce qui est assez aussi amusant dans ce petit guide que reçoivent les députés, c'est de dire, voilà, vous avez l'article 166, c'est un blâme public. Ça fait ainsi savoir à tout un chacun que vous avez harcelé votre personnel. Il va sans dire que cela peut avoir de sérieuses conséquences sur votre carrière politique et tant les journalistes que vos opposants politiques ne manqueront pas d'exploiter cette situation. Alors, nous, on regrette un peu qu'on ne fasse pas plutôt un rappel à la loi, le fait que ce soit pénable, enfin, voilà, passible de sanctions pénales, notamment dans la législation belge. Mais bon, disons qu'au moins le contrôle social peut avoir son effet. Et enfin, le dernier point, je termine sur ça, nous insistons et nous voulons vraiment améliorer à la fois la transparence, c'est-à-dire que nous exigeons une publication du rapport annuel avec les chiffres, bien sûr anonymisés, mais quantitatifs de combien de cas sont traités par ces commissions anti-harcèlement. Et nous avons demandé un audit externe. Et donc, je serais ravie d'entendre dans l'après-midi Madame Morin-Chartier, qui préside ce comité anti-harcèlement au Parlement, puisque sa famille politique est la première à s'opposer à l'évaluation, à l'audit externe du Parlement. Voilà, donc je terminerai, voilà, tout simplement, ouais. Voilà, pour dire que nous avons beaucoup fait au Parlement européen en termes de prévention et de protection des victimes, mais très peu fait en termes de sanctions et de transparence. Et donc c'est vraiment ces 2 axes-là que nous allons continuer à travailler pour continuer à briser le silence et permettre que les victimes déposent leur cas et ne restent pas dans le cadre informel. Voilà. Merci. Merci beaucoup.
C'était très intéressant. Et puis pour une fois qu'on dit que les médias servent à quelque chose, même si l'IB ne faisait pas partie des médias cités, bon ça c'est évidemment, mais quand même c'est intéressant, c'est important qu'on souligne parfois le rôle utile des médias. Charlotte Soulary, vous avez... voilà, je vous laisse la parole. Si vous pouvez, alors évidemment, vous allez pâtir toutes les deux du fait de passer en dernier, mais voilà, si on peut condenser un peu de façon à pouvoir laisser la parole un peu à la salle, mais allez-y. Ça marche. Donc, je suis responsable de la commission féminisme d'Europe Écologie Les Verts et je suis aussi cofondatrice de Chères Collaboratrices. Il y a quelques petits éléments peut-être que j'ajouterais parce que c'est aussi cette expérience à l'Assemblée nationale et dans la création de ce collectif qui a nourri ma réflexion sur ce qu'on peut faire ensuite dans un parti politique. Moi, je voulais revenir sur la question quand les femmes osent parler, je ne sais plus comment elle est formulée, mais sur le quand. Quand, à quel moment, pourquoi et à qui. Je crois que c'est absolument déterminant de se poser ces questions-là pour rentrer plus spécifiquement dans qu'est-ce qu'on peut mettre en place en tant qu'institution, en tant que parti politique, en tant que collectif, ou en tant qu'individu. Et j'aimerais nous inviter toutes et tous ici aujourd'hui à se poser la question de nous, en tant qu'individus, ce que nous pouvons faire. Nous avons des rôles qui vont être différents face à la violence, face au sexisme. Nous pouvons être victimes, nous pouvons être témoins, nous pouvons être l'épaule de la personne qui vient se confier à nous parce que c'est une amie. Nous pouvons être en responsabilité, nous pouvons être la personne hiérarchiquement supérieure à cette personne-là. Enfin, il y a plein de rôles différents et la plupart du temps, je vais en parler, quand les victimes ne viennent pas nous en parler, c'est parce qu'elles n'ont pas confiance dans le fait qu'on en fasse quelque chose de cette parole-là. Et pour moi, le plus important, c'est d'en parler aussi avant qu'il ne soit trop tard, entre guillemets, même s'il n'est jamais trop tard pour parler, pour se libérer d'une charge comme ça, mais il peut être trop tard face à la justice, puisque les délais de prescription sont ce qu'ils sont, on peut les faire évoluer, mais il est quand même souvent trop tard dans les cas, notamment pour les délits. C'est quand même assez compliqué de parler dans le temps limité par la justice, quoi. Et moi, il me semble de tout ce qu'on a pu recevoir comme témoignage quand on a lancé notre appel à témoignage avant de lancer Chères Collaboratrices, qu'on commence à parler, à formuler les choses quand on a mis les mots sur ce qu'on a vécu, ce qu'on a subi. Ou bien quand, pour mettre ces mots, on a été aidé à formuler, à catégoriser. Il faut toujours rappeler l'iceberg là, des violences faites aux femmes et de la domination masculine. Ce qui est le plus frappant, c'est effectivement les viols et les violences sexuelles. Tout ceci est nourri par un climat de sexisme, d'agissement sexiste. Et l'ensemble contribue à une exclusion des femmes de manière durable, qui est la domination masculine. Si on n'a pas ça en tête, on oublie de comprendre pour quelles raisons c'est compliqué de dénoncer quelque chose qui nous arrive. Et on a aussi un petit peu du mal à savoir qu'est-ce qu'on a exactement vécu. Nous, on a reçu plein de témoignages à l'époque de femmes qui disaient j'ai eu une blague sexiste ou bien il s'est passé un truc. En fait, ce qu'elle racontait, c'était du harcèlement, c'était de l'agression sexuelle, ça pouvait, vraiment de l'attouchement sexuel, des choses qu'elle n'avait pas catégorisées comme étant. Souvent, on catégorise dans la catégorie d'en dessous, quoi. On parle d'agression sexuelle quand il s'agit d'un viol, on parle de harcèlement sexuel quand il s'agit d'une agression, et on parle de blagues sexistes quand il s'agit d'harcèlement. Donc, c'est très important non seulement d'en prendre conscience, mais je pense en tant que parti politique, et c'est notre rôle dans les commissions féminisme en l'occurrence, que de former et de se former et de connaître les lois, de mettre les mots sur les choses. Et notamment parce qu'en fait, souvent, il y a plein de femmes qui ne parlent pas, qui ne vont pas très loin, parce qu'elles n'ont même pas forcément conscience qu'elles peuvent, que c'est puni par la loi et que la loi peut être avec elles et qu'elles peuvent rentrer dans les cadres, même si c'est souvent complexe, etc. Et deuxièmement, on commence à en parler justement quand on se rend compte non seulement que c'est pas normal, mais que les autres personnes autour de nous nous comprendront que c'est pas normal et qu'on n'est pas seul. Donc déjà, c'est jamais normal. Quand nous-mêmes on se dit que c'est pas normal, c'est que ça ne l'est pas. C'est pas très compliqué. Malgré tout, on entend souvent la question de
c'était la zone grise, c'est compliqué, c'était limite, enfin des choses qu'on a du mal effectivement à catégoriser encore une fois. Mais bon, on sent bien au fond de nous quand même que c'est pas normal. Là, il y a forcément un problème, et c'est là où, de nouveau, en tant que personne qui reçoit cette parole, il faut qu'on soit en capacité de catégoriser et de pouvoir orienter cette parole-là, parce qu'on peut soi-même en fait s'entendre raconter quelque chose qui en fait est un viol, sans nous-mêmes en prendre conscience, quoi. Donc ça, c'est aussi comment est-ce que l'institution et le parti politique forment et fait prendre conscience que tout ça n'est pas normal. Et troisième chose, et je finir vraiment là-dessus, c'est surtout, et le plus important, c'est qu'on parle quand on sait qu'il y aura des conséquences. Et du coup, se pose la question de à qui on parle, parce qu'effectivement, la parole, elle s'est pas libérée là en octobre ou en novembre, mais les personnes à qui on destine notre parole, par contre, elle a peut-être un petit peu, ça a peut-être un petit peu changé. Le fait de publier un profil sur Facebook, de publier un témoignage sur Facebook n'a pas le même sens que d'aller en parler à une amie ou un ami, ou d'en parler à son supérieur hiérarchique. On parle quand on sait qu'il y aura des conséquences, et donc qu'on a identifié une personne qui soit a le pouvoir de nous orienter, soit a le pouvoir de nous accompagner, soit a le pouvoir de sanctionner. Et pour ça, c'est encore pareil, hein, il faut soi-même être conscient qu'on a ce pouvoir-là et l'utiliser, ce pouvoir. Et peut-être une dernière chose, c'est aussi de savoir qu'on n'est pas seul. On a commencé la table ronde avec la citation tu parlais d'un député qui était au même étage que le mien, dans le même bâtiment que le mien quand je travaillais à l'Assemblée nationale. Il fait partie d'une liste de députés sur lesquels il y avait des rumeurs sur lesquelles on nous dit comme ça, hein, à la cafette, bouche à oreille, celui-là quand même, fais gaffe. Ça contribue à ce climat de peur. Malgré tout, on n'a pas forcément des choses précises. Et là-dessus, je voulais peut-être dire un mot sur les médias qui, on a parfois assez mal vécu la pression des médias qui nous demandent des noms, parce que nous, notre rôle, c'est de protéger les personnes victimes avant tout, et pas de les mettre comme ça sur la place publique quand elles ne souhaitent pas le faire elles-mêmes. Mais en l'occurrence, on ne sait pas toujours qu'on n'est pas seul à avoir subi une agression de la part d'un homme politique. Et je voulais du coup juste dire un mot sur l'association Parler, parce qu'elle l'a pas fait elle-même, qui a été fondée par Sandrine Rousseau et plusieurs autres femmes qui sont dans le même combat, justement pour favoriser cette parole, et notamment mettre en contact des personnes qui ont été victimes du même agresseur, sans qu'elles le sachent forcément. Et ça, je crois que c'est absolument déterminant, parce que c'est là où on passe à l'aspect collectif et où on est beaucoup plus capable de parler et de porter plainte. C'est quand on sait qu'on n'est pas toute seule et qu'on va pouvoir être soutenu et le faire ensemble. C'est vraiment pas pareil. Et du coup, dernière chose, c'est que on est aussi des femmes et des hommes politiques qui avons non seulement le pouvoir de changer nos propres pratiques, nos propres partis politiques, mais aussi de changer la société. Et là-dessus, tout ce qu'on est en train de se lister comme choses à faire et comme bonnes pratiques pour nous-mêmes, pour nos propres institutions, c'est des choses qui doivent être mises en place pour la société. C'est juste pas possible aujourd'hui que une infime minorité des femmes victimes de violences osent passer la porte d'un commissariat et que leurs plaintes soient dénigrées, etc. Donc je voulais le rappeler aussi. Ça a une ampleur bien plus grande et on a cette responsabilité et on doit l'assumer. Je crois qu'Emmanuel voulait réagir, mais moi, avant quand même, on ne peut pas ne pas évoquer l'affaire entre guillemets Hulot. Vous, quelle est votre position là-dessus ? Est-ce que les médias sont allés trop vite, trop lentement, est-ce que à ce stade, ce n'est pas une affaire ? Quand même, avoir votre avis, on ne peut pas ne pas en parler, même dans cette enceinte, puisqu'on est en plein dedans. Moi, mon avis, il est très simple. Je n'ai pas les informations sur l'affaire, sur le cas, donc je ne peux pas me prononcer là-dessus. Simplement, j'ai cru comprendre dans les médias que des noms de victimes avaient été mis sans l'accord de ces victimes, et ça, c'est juste une violence, mais insupportable. Et à chaque fois qu'il se passe ce genre de choses, vous pouvez être sûr qu'il y a 10, 100 victimes qui, derrière, ne vont jamais parler. Clément, ouais. Clément.
Clémentine, vous êtes sur la même ligne sur cette affaire, sur l'affaire Hulot? Non, non, mais c'est juste en réaction. Vous inquiétez pas, je vais vous passer la parole. Mon point de vue sur l'affaire Hulot. Non, mais est-ce que les médias ont mal fait de sortir cette affaire dans l'état actuel des éléments dont ils disposaient? Est-ce qu'il faut en parler? Voilà, quel est votre avis? Rapidement. Oui, non, mais c'est difficile. En fait, moi, j'ai un point de vue général d'accompagnement de la parole des femmes. Je pars du principe que on a une difficulté dans ces histoires, c'est que la preuve. Tout à l'heure, quelqu'un parlait du braquage, la différence avec le braquage. Mais un braquage, il y a un braquage, quoi. Le braquage, il est constaté. Et la difficulté qu'on a, c'est la question de la preuve. Voilà, donc c'est parole contre parole. Donc c'est la grande difficulté. Donc moi, j'ai un point de vue général de soutien de la parole des femmes. Après, dans chaque cas, c'est comme Darmanin ou d'autres. Bon, je veux dire, c'est très difficile. Moi, je suis pas juge, je suis pas policière, et de ce point de vue, je suis assez d'accord avec ce que disait Esther Benbassa. Hein, c'est que bon, moi, je veux pas me transformer en ça. On peut pas être nous-mêmes le tribunal de tous les cas, et en même temps, faut accompagner. Je pars du principe que quand il y a plusieurs témoignages, là, quand même, on est fondé à prendre position, enfin, je veux dire, à s'opposer de façon très claire. Bon, on est sur des choses qui sont vraiment, vraiment, vraiment difficiles. Donc là, il faut lire. Il y a 2 témoignages, si j'ai bien compris, qui sont sur la table. Donc voilà. Et il n'y a pas de fumée sans feu, je ne sais pas. Je pense qu'il peut y avoir, ça pourrait arriver que des règlements de compte politiques se traduisent par des accusations qui soient erronées. Je veux bien tout à fait imaginer ça. En même temps, ce que j'observe, c'est que tous les cas qui sont sortis jusqu'ici sont des cas sur lesquels moi, personnellement, j'avais eu des rumeurs. Ce qu'on appelle des rumeurs. Voilà. Donc, j'ai pas l'inverse. J'ai pas vu un cas qui est sorti dans la presse dont jamais j'avais entendu dire que ce type était, alors je sais plus comment voilà. Bon. Alors après, il y a toute la question qui est débattue aujourd'hui de la zone grise. Vous avez entendu parler de ça? C'est la zone grise, quoi. C'est comment on sépare le bon grain de livret du viol en bonne et due forme. Bon, et moi j'entends des choses qui me terrifient, notamment Darmanin. Voilà, d'entendre des hommes m'expliquer politique qu'on peut pas prendre position parce que quand même elle a été une call girl. On a vraiment envie de dire, précisément, hein, quand une prostituée dépose plainte, ça devrait être quasiment les plaintes à prendre les plus au sérieux. Bon, donc non, mais moi ce qui m'intéresse, c'est aussi ce qui se raconte autour. Ce que je veux dire, c'est que nous, on est aussi là pour, à un moment donné, mettre quelques bornes sur ce qui se raconte autour de ces paroles. Voilà. Je ne suis pas juge, je ne suis pas policière, mais il faut quand même accompagner la parole des femmes et surtout intervenir dans le débat public, comme sur Alexia Daval. Alexia Daval, c'est inadmissible ce qu'on a entendu dans cette affaire. C'est insupportable. Et donc, on a un rôle politique à jouer sur les termes du débat public. Je tenais à souligner d'ailleurs que ce n'est pas facile pour les médias aussi. Hein, non, mais là, je ne veux pas nous mettre... mais et ça, on le voit tous les matins au comité de rédaction à Libé. Enfin, tous les matins. Heureusement, il n'y a pas matière tous les matins. Mais certains matins, c'est compliqué. Est-ce qu'on sort ça? Est-ce qu'on ne sort pas ça? Est-ce qu'on a assez de preuves? Est-ce qu'on n'en a pas assez? Est-ce qu'on donne des noms? Est-ce qu'on ne donne pas des noms? Et ce qui se passe à Libé se passe dans tous les autres médias. Et en effet, c'est des affaires sur lesquelles on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut vérifier, il faut avoir plusieurs témoignages. Mais on se retrouve parfois dans des cas de figure où voilà, on ne sait pas s'il faut sortir ou pas sortir. C'est très très compliqué. Et en même temps, parfois, quand on a plusieurs témoignages, en effet, retenir une info, c'est pas bien non plus. Voilà. Donc, je voulais souligner, c'est vrai que les médias souvent, on leur casse beaucoup de sucre sur le dos. Parfois, on n'est pas au-dessus de la mêlée, bien évidemment. Parfois, c'est à juste titre, sans doute. Mais c'est pas facile sur ces sujets-là de décider de publier ou pas. Est-ce qu'on a assez d'éléments pour le faire ou pas? Alors, je sais que 2 personnes à ma gauche voulaient réagir. La seule chose, c'est que je ne voudrais pas léser la malheureuse dernière personne, enfin la malheureuse, en tout cas la dernière intervenante, parce que c'est vrai que c'est toujours dans ces cas-là, dans ces débats, passer en dernier, c'est toujours compliqué. Donc, je voudrais d'abord vous laisser parler et ensuite on réagira, mais très rapidement, parce que très vite, on va être confronté à ce problème, manger
ou débattre. Donc voilà, moi je ne sais pas vous comment vous êtes, mais c'est vrai que c'est compliqué. Peut-être que vous pourrez débattre en mangeant, parce que peut-être que je ne sais pas si vous restez toutes au déjeuner, mais vous pouvez peut-être aussi leur poser des questions autour d'un buffet, c'est encore plus sympathique. Et je trouve que c'est bien qu'on ait envie de parler, et je suis contente de voir que les intervenantes aient envie de réagir les unes avec les autres. Et voilà, et c'est dommage qu'on ne puisse pas rester 3 jours au Sénat alors que la neige tombe dehors, enfermés, parce que je pense qu'on aurait beaucoup de choses à se raconter. Donc voilà, je vais vous donner la parole Anne-Cécile Melfer, et puis ensuite, très rapidement, on conclura. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation, Esther Benbassin. Moi, je vais juste compléter ce qui n'a pas vraiment peut-être été encore suffisamment dit, parce qu'on a déjà dit beaucoup de choses. J'ai combien de temps ? Vous ne pouvez pas avoir moins que les autres, franchement, ce ne serait pas honnête. Donc, vous ça avez. Va, pas des hommes, mais voilà, essayez okay. Peut-être d'être un peu concise quand même. Donc, peut-être, alors, ce qu'on n'a pas. L'objet, c'est quand même de réussir à mettre un terme aux violences sexistes et sexuelles. Et pour ça, je pense qu'il est aussi important et justement parce qu'on est aussi au Sénat, donc dans un lieu de pouvoir, et donc dans un lieu qui peut agir plus que nulle part ailleurs, d'essayer de se poser la question de pourquoi est-ce que ça existe, les violences sexistes ou sexuelles. Et en fait, c'est absolument lié au pouvoir, puisque la domination masculine existe pour s'approprier, pour pouvoir garantir aux hommes l'accès au corps, aux sexualités, à la capacité de reproduction des femmes. Donc il y a cette domination qui vise à s'approprier les corps des femmes, donc on voit dans les violences sexuelles. Et puis, donc c'est en soi une violence faite aux femmes évidemment. Et puis, les violences sexuelles permettent aussi de maintenir cette domination des hommes sur les femmes, puisque une femme qui a été victime de violence, elle aura beaucoup plus de difficultés à remettre en cause. Alors évidemment, il y a des tas d'exemples fabuleux et magnifiques. Il y en a plein ici dans cette salle. Mais de manière générale, quand même, les violences faites aux femmes sont aussi une manière de faire en sorte que les femmes gardent la tête basse et de maintenir cette domination des hommes sur les femmes, et donc ce pouvoir des hommes sur les femmes. Donc la question du pouvoir. Dans le pouvoir qui est donc évidemment c'est le pouvoir ici c'est en particulier la politique, c'est à la fois une raison des violences sexuelles et une manière de montrer le pouvoir, c'est aussi une manière de s'accaparer les corps des femmes. Et donc la question des violences sexuelles et du pouvoir et de la politique sont évidemment extrêmement liées, concernent le pouvoir politique et aussi le concernent puisque c'est aussi un lieu où on peut agir sur ce sujet, comme je le disais en introduction. Alors sur le sujet de la table ronde sur la parole se libère, la vérité, comment c'était la vérité. Quand les femmes brisent le silence, la vérité s'impose. Voilà, quand les femmes brisent le silence, la vérité s'impose. Ce serait bien. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Donc oui, les femmes parlent, mais les femmes parlent pas aujourd'hui. Les femmes ont toujours parlé, on l'a rappelé. D'ailleurs, dans les statistiques, je crois qu'il y a plus de 75% des femmes qui racontent à leur entourage qu'elles ont été victimes de viol. Et quand elles ne le racontent pas, nous les féministes, on sait très bien le lire, on sait très bien le déchiffrer. Donc en réalité, il y a plein de signaux qui sont toujours envoyés. Par contre, ce qui a changé, et ça je crois quand même qu'il faut le saluer, c'est le traitement médiatique. Alors j'ai ressorti hier soir, j'ai ressorti ça à ma bibliothèque, d'ailleurs vous y avez contribué, un troussage de domestique, je ne sais pas si vous l'aviez, en tout cas n'hésitez pas à le racheter, il est toujours d'actualité, il n'est pas démodé. Il y a un sujet donc c'est un livre c'est des contributions de féministes sur le traitement médiatique de l'affaire DSK. Et en fait, ce qui a changé à mon sens par rapport au temps qu'on voit aujourd'hui, parce que pour moi, ce qu'on entend sur Hulot, ce qu'on entend sur Darmanin, ce qu'on entend sur le traitement médiatique des violences, des violences, des plaintes qui ont été déposées pour des faits de violence, de viol, de violences sexistes ou sexuelles contre des élus, on est vraiment dans on n'a pas beaucoup changé. Ce qui a changé, c'est ce que tu disais, Clémentine Autain, sur le privé et le politique. Je crois qu'il y a quand même quelque chose qui a changé en termes par rapport aux médias.
parce que là, maintenant, ces affaires sont dans l'espace médiatique. C'est-à-dire, on le dit. Et même, par exemple, Nicolas Hulot, c'est une plainte qui a priori été déposée en 2008 pour des faits qui remontaient à 1997, donc non-lieu parce que prescription. Et donc, on n'en avait pas parlé jusque-là. Et donc là, c'est le moment où, justement, il y a tout d'un coup le privé, ces affaires qu'on qualifiait avant de privé, qui n'étaient pas, qui étaient politiques, mais qu'on qualifiait de privé, et bien maintenant, elles sont dans l'espace public. Et ça, c'est ce qui a changé, je crois, ces derniers mois, ce qui a changé grâce à l'affaire Weinstein. Par contre, ce qui n'a pas changé, c'est la manière dont les Français réagissent. Je dis les Français, pourquoi ? Parce que pour moi, il y a une différence très grande entre le traitement par les commentateurs, pas forcément par les journalistes, par les commentateurs et par les hommes et les femmes politiques, de ces affaires-là. L'affaire Weinstein, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était un Américain. Un Américain qu'en gros personne ne connaît quand même, parce qu'à moins d'être je sais pas, Léa Seydoux, voilà, personne ne connaît Weinstein. Il n'a pas vraiment de rapport avec enfin, en France, il y a quand même un impact très très peu important. Donc l'affaire Weinstein arrive, et là on voit que c'est un homme que personne ne connaît vraiment, mais qui a touché à nos actrices, quoi, à celles qui ont une résonance très forte avec notre quotidien, notre imaginaire. C'est des femmes qu'on va aimer parce que tel rôle dans tel film, et donc là tout d'un coup il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que là, moi, j'ai vu et j'étais subjuguée dans les médias, tout d'un coup, un traitement quasiment impeccable des violences sexistes et sexuelles. Il y avait très peu de commentaires sur, mais peut-être que c'était elle, la prostituée, très peu donc celle qui a cherché, celle qui a tout ce qu'on peut, tous les préjugés négatifs qu'on peut avoir sur les personnes prostituées. Il y a très peu, voilà, personne n'a dit, mais Weinstein, quand même, c'était un génie. Mais Weinstein, quel talent. Mais Weinstein, c'était mon ami. Ça, on l'a pas entendu. Donc, impeccable pendant 1 mois et demi, 2 mois, impeccable. Alors moi, j'étais sur un petit nuage, j'imagine que vous aussi, parce qu'on doit être toutes féministes dans la salle, sinon on ne serait pas là. Et donc, suite à ça, bah oui, qu'est-ce qui s'est libéré aussi ? C'est les plaintes. C'est-à-dire qu'il y a eu 30%, 40% de plaintes en plus. C'est incroyable. C'est-à-dire que nous, on fait des campagnes tous les ans sur il faut porter plainte, il faut porter plainte. Et puis, il y a l'affaire Weinstein, et tout d'un coup, bam, plus 30%, un truc historique, jamais vu, incroyable. Et on parle, et les femmes en France se mettent effectivement à mettre un peu plus sur le devant de la scène ce qu'elles disaient un peu moins publiquement avant. Et pour autant, est-ce que la vérité a explosé ? Et la vérité derrière, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est la justice. Parce que la vérité, moi, je crois les femmes, donc si elles parlent, c'est la vérité. Mais la justice, est-ce que la justice, elle est arrivée ? Eh bien, malheureusement, j'ai bien peur que nous en soyons encore très loin. La vérité, la justice, elle n'est pas encore là quand on voit le nombre de... Aujourd'hui, il y a 10% des plaintes qui arrivent à terme et qui mènent à une condamnation du violeur. Alors, à moins de penser que 90% des plaintes pour viol, c'est vraiment n'importe quoi, il y a quand même un gros problème avec notre justice. Et donc, il manque des choses. Il manque des choses pour que justement cette vérité et cette justice aillent jusqu'au bout. Alors, ce qui manque déjà, c'est un gouvernement exemplaire. Moi, j'ai pas peur de le dire. Des allégations d'emplois fictifs ont mené à la démission de 2 membres du gouvernement il y a 1 an. Là, des allégations de viol, donc un crime. Un crime. L'Assemblée nationale se lève debout et applaudit, quoi. Alors moi, ça m'a sidéré. Je sais pas s'il est coupable ou pas, en fait. C'est à la limite, c'est à la justice de le dire. Est-ce que Darmanin est coupable ? Est-ce que Hulot ? C'est pas à moi de le dire, c'est à la justice de le faire. En attendant, si on pouvait, avant que la justice passe, ne pas se lever pour acclamer des personnes qui sont accusées de viol, quand même, ce serait sympa, surtout quand on est justement un élu ou une élue de la République. Parce que pour moi, pour parler de collabotes dont parlait Esther Benbassa plus tôt, pour moi, c'est pas les femmes qui sourient pour avoir la parole qui sont des collabotes. Là, juste, elles respectent la règle du jeu, elles peuvent pas faire autrement. Pour moi, celles qui sont plus les collabotes, c'est celles qui vont se lever pour applaudir quelqu'un qui est accusé de viol. Voilà, bref. Donc, alors, qu'est-ce qui manque ? Un gouvernement exemplaire jusqu'au bout, et qui est pas deux poids, 2 mesures et deux délits de mesure. Une justice implacable, puisque comme je le disais, en fait, le fait que 90% des plaintes ne mènent à rien, c'est insupportable. Donc il faut quand même qu'on puisse travailler sérieusement sur cette question-là, parce que tant qu'on n'a pas plus de condamnations, je pense que tout le reste, c'est un peu du blabla. Ensuite, il faut des moyens.
des moyens plus importants, en particulier aux associations, parce que face à ces agresseurs, face à la justice, si les femmes ne sont pas accompagnées par des associations compétentes, typiquement par la VFT, eh ben c'est quasiment impossible, elles vont dans le mur. La VFT d'ailleurs, que son budget n'a pas augmenté depuis X années, qui reçoit 30 à 40% d'appels en plus suite à l'affaire Weinstein. Tout le monde applaudit, hein, la première dame en tête. Il faut absolument que les femmes parlent. Très très bien, elles parlent. Et qu'est-ce qu'on fait? Bah rien. Voilà, elles parlent, c'est bien, continuez à parler, mais on va pas mettre plus de moyens pour faire en sorte que votre parole ait un vrai impact, parce que ça pourrait être trop compliqué ensuite à assumer. Donc vraiment des moyens plus importants aux associations, et ça vient à la dernière chose que je pense est absolument essentielle, c'est une mobilisation plus massive. Et quand je lis moyens à mobilisation, je dis et aussi moyens financiers que nous pouvons nous mobiliser. Donc je représente la Fondation des femmes, donc là je vais un peu prêcher pour ma chapelle. On va lancer dans les prochains jours une campagne qui est la déclinaison française de Time's Up, donc pour permettre de collecter des fonds, pour appeler les personnalités qui sont exprimées sur le sujet à lever des fonds auprès des particuliers, auprès de tout le monde, parce qu'à un moment donné, il y a la question de est-ce que c'est vraiment important pour vous? Jusqu'où c'est vraiment important pour vous? Est-ce que c'est important pour vous le temps de faire un tweet? Est-ce que c'est important pour vous de venir à une conférence? Est-ce que c'est suffisamment important pour prendre du temps, aller dans la rue? C'est bientôt le 8 mars. Est-ce qu'on va être comme d'habitude une poignée? Ou est-ce qu'on va être vraiment nombreuses? Est-ce que c'est vraiment important pour vous au point de voter pour ou contre quelqu'un parce qu'il a été auteur, ou parce qu'il a été complice, ou parce qu'il a été soutenu? À partir de quand est-ce qu'on pense que c'est vraiment important? Est-ce qu'on a vraiment ce souci-là de se dire, en fait, c'est un crime qui est commis des dizaines de milliers de fois par an, et à un moment donné, il faut qu'on se mobilise réellement pour faire en sorte que ça change. Et donc là, puisqu'on est au Sénat, est-ce que c'est vraiment important pour vous, politiques? Allez-vous réellement vous dédier votre mandat à vous dire, je veux faire en sorte que ces violences sexuelles aient un terme? Et pour finir, je veux juste lire un tout petit passage, et j'ai fini, ça va? J'ai pas été trop longue? Ok. Alors, je vais juste lire, parce qu'elle est fabuleuse, Andra Dworkin, que vous connaissez toutes, j'imagine. Et je veux finir par son texte qui est génial. Elle s'exprimait face à une assemblée d'hommes, face à une assemblée d'hommes partenaires de la lutte féministe. Et donc, qui leur disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et elle leur répondait, donc c'est la fin de son discours, elle disait à ces hommes-là, et je veux un jour de répit, un jour de pause, un jour au cours duquel de nouveaux corps ne s'amoncelleront pas, un jour au cours duquel aucune nouvelle agonie ne s'ajoutera aux anciennes, et je vous demande de me le donner, et comment pourrais-je vous en demander moins? C'est si peu. Et comment pourriez-vous m'en offrir moins? C'est si peu. Même pendant les guerres, il y a des jours de trêve. Allez-y et organisez une trêve. Faites obstacle à votre camp pour un jour. Je veux une trêve de 24 heures, durant lequel il n'y aura pas de viol. Je vous mets au défi d'essayer. J'exige que vous essayiez. Je suis prête à vous supplier d'essayer. Que pourriez-vous bien faire d'autre ici? Qu'est-ce que votre mouvement pourrait bien signifier d'autre? Qu'est-ce qui pourrait avoir autant d'importance? Et ce jour-là, ce jour de trêve, ce jour où pas une femme ne sera violée, nous commencerons la pratique réelle de l'égalité, parce que nous ne pouvons pas la commencer avant ce jour-là. Avant ce jour-là, elle ne veut rien dire, parce qu'elle n'est rien. Elle n'est pas réelle, elle n'est pas vraie. Mais ce jour-là, elle deviendra réelle. Et alors, plutôt que le viol, pour la première fois dans nos vies, tant les hommes que les femmes, nous commencerons à faire l'expérience de la liberté. Si vous avez une conception de la liberté qui inclut l'existence du viol, vous avez tort. Vous ne pouvez pas changer ce que vous dites vouloir changer. En ce qui me concerne, je veux faire l'expérience d'un seul jour de réelle liberté avant de mourir. Je vous laisse ici travailler à cela pour moi et pour toutes les femmes que vous dites aimer. Finalement, ça tombait super bien que vous passiez en dernier, parce que c'est une super belle conclusion. Alors, c'était indispensable. Excusez-moi, je suis sûre que c'était hyper important, mais voilà. Moi, ce que j'aimerais peut-être juste, ce qu'on pourrait faire, c'est que ceux qui avaient éventuellement, vous posiez vos questions, mais alors, s'il vous plaît, des questions très concises, et ensuite, vous irez essayer d'avoir une réponse des différentes personnes. Vous restez toutes là au déjeuner? Vous restez toutes encore un petit peu, au moins une demi-heure? Bon. Allez-y. Le micro circule. Vous pouvez le faire circuler, s'il vous plaît? S'il vous plaît, vous pouvez amener le micro assez rapidement pour qu'on puisse... Bonjour.
Bien, merci à tous, à toutes, pardon, de vos contributions. C'était extrêmement intéressant et je voulais particulièrement vous remercier, comme beaucoup de personnes vous disiez l'avoir fait, vous, Clémentine Autain, pour votre parole, parce que c'est vrai que c'est très émouvant et c'est nécessaire, en fait, que les choses soient dites ainsi. Et j'aurais voulu faire une remarque sur quelque chose que vous avez dit sur les hommes qui, autour de vous, se remettent en question. Et moi, j'aurais envie de dire en tant qu'homme, mais bon, disons que c'est pas forcément principal, mais c'est que je ne comprends pas pourquoi il y a un peu cette tendance à déresponsabiliser les hommes en disant un peu comme s'ils avaient le privilège de la naïveté. Oui, ils prennent conscience, les hommes, que, dis donc, ouah, c'est des comportements choquants. Je pars du principe que, en fait, c'est choquant de toutes les façons. Et donc, soudainement, il y aurait des hommes qui se rendraient compte que ces comportements-là sont choquants. Et pour cela, je ne sais pas si vous connaissez une newsletter qui s'appelle Les Glorieuses. Et ils avaient fait, il y a quelques semaines de ça, il y a quelques mois de ça, une newsletter sur l'absence de confiance faite aux femmes qui fait partie du système de domination masculine. Et je trouve que c'est en plein cœur de ce qui se passe avec la libération de la parole des femmes, parce que la remise en cause, ou du moins, en fait, la suspicion qui est portée sur la parole des femmes traduit cette absence de confiance qui est faite aux femmes. Et moi, ma question, ce serait celle-ci, c'est qu'est-ce que traduit cette relativisation systématique, cette minimisation de la parole des femmes? Pourquoi on doit prendre la loi et dire il s'agit de la présomption d'innocence? Pourquoi on est obligé d'en arriver là, alors que, pourquoi on est obligé même de dire, comme quelqu'un l'a dit, c'est plusieurs témoignages, c'est à partir de plusieurs témoignages qu'on écoute quelqu'un? C'est un seul témoignage, du moment qu'il est avéré. En fait, j'ai du mal à... quand même, c'est pas évident, hein, ce que vous dites, c'est pas évident. Mais bon, alors, non, mais merci beaucoup pour votre J'ai posé ma question, oui. Peut-être que vous pourrez en parler avec Clémentine Autain en sortant de ce débat. Monsieur, ah, c'est bien, il y a plein d'hommes qui posent des questions. Enfin, plein. 2, c'est beaucoup. Allez-y, monsieur. La mixité, qu'en pensez-vous dans notre société, à l'école, au travail, dans le monde politique et dans cette salle aussi? Dans cette salle, elle n'est pas assez grande, mais pas assez importante, mais je pense qu'on est tous favorables à la mixité. Mademoiselle? Madame. Là, il y a une dame là-bas au fond. Je suis étonnée qu'on n'ait pas encore du tout abordé la prévention, c'est-à-dire l'éducation dès l'école. Parce que les comportements machistes dans la cour d'école ou du lycée, du collège, du lycée technique et les réflexions dans les couloirs, enfin voilà, ça je pense que les politiques, ils pourraient nous appuyer pour nous et les générations futures. Sinon, est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de manger pendant moins d'1h30 et de pouvoir parler encore 3/4 d'heure? Parce que dans la vraie vie, d'habitude, on ne prend pas 1h30 pour manger. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a une autre. Oui, mais surtout, il y a une autre table ronde qui va suivre assez rapidement derrière. Et alors. Quant à l'éducation, je me permets de répondre en partie, mais c'est bien évidemment la base et ça va faire partie des pistes d'avenir. Je trouve que les témoignages personnels sont très intéressants à entendre et donc c'est important de leur donner de la place parce qu'ils enrichissent le débat. Mais bien évidemment, l'éducation va être la base de tout ce qui va suivre. Mademoiselle? Madame, pardon. Oui, c'est vrai, je m'excuse, je bats ma coulpe. Simplement, j'avais une question, merci à toutes pour vos interventions, j'avais une question sur finalement les perspectives qu'on doit se donner, on l'a toutes rappelé aujourd'hui, il faut qu'on se croie, y compris entre femmes, il faut croire
en nous, en notre parole. Et maintenant, comment on fait pour faire comprendre à toutes et à tous que notre parole est importante et que du coup, ce serait bien de cesser de la mettre en concurrence avec d'autres sujets, avec d'autres perspectives et de prioriser notre combat parce que c'est une urgence, parce que tant qu'on dévie notre parole, tant qu'on dévie nos sujets, tant qu'on dévie notre organisation pour avancer, eh bien, ce sont des femmes en plus qui sont tuées, violées, agressées, harcelées, parce que certains jugent que nous ne sommes pas prioritaires. Allez-y. Alors, les questions, puisqu'on doit poser des questions, c'était en effet en ordre de priorité, à quoi s'attaquer en premier pour venir à bout de l'ensemble des violences dont on a parlé aujourd'hui, mais vraiment avec une vraie priorité, 1, 2, 3. Et il y avait une petite intervention, parce que j'ai entendu tout à l'heure pourquoi est-ce qu'il était important d'abord de lutter contre ces violences dans le milieu politique. Pourquoi c'est fondamental de lutter contre les violences contre les femmes en politique. Parce que les femmes qui font de la politique, quand elles subissent les violences alors qu'elles sont des femmes politiques, elles deviennent schizophrènes, déjà. D'autre part, parce que comme nous sommes des femmes politiques, nous sommes dans le milieu politique, quand les violences contre les femmes en politique continuent et que nous ne sommes pas à la parité en politique, on réduit d'autant, surtout en ce moment où on en parle, mais pour l'instant, il n'y a pas eu une condamnation, je le rappelle, hein, ni de Beaupin, ni d'aucun. Aucun n'a été condamné, plusieurs ont parlé. Ce qu'on va finir par faire, s'il n'y a pas de condamnation et s'il n'y a pas une action de l'ensemble des partis ensemble pour arrêter ça, c'est qu'on va décourager les femmes de faire de la politique. Donc ça, c'est une urgence absolue. Et je ne sais plus, j'avais un autre truc, mais j'ai oublié. Bon, si ça vous revient, vous pourrez toujours... Mais... Et madame là-bas. Oui. Merci. Alors, moi, je voudrais aller dans la lignée de ce que disait Charlotte Soularis sur la question du poids des mots. Et en vous écoutant dans les tables rondes précédentes et celle-ci aussi, je me disais que c'est peut-être pas un hasard si on parle de famille politique. Il y a cette forme d'injonction de la femme aux actions, enfin à la responsabilité genrée, parce que c'est la famille, c'est la mère qui doit protéger. Et je fais un malheureux parallèle avec ces questions de cas d'inceste et de pédophilie où la mère, justement, fait partie avec d'autres personnes d'ailleurs, qui forment cette nébuleuse de silence complice finalement. Et je me dis, est-ce qu'on ne devrait pas avorter, et je pèse mon mot, cette notion de famille politique, parce qu'on dit bien aussi faire corps contre. Et là, encore une fois, c'est la femme qui devrait être devant et se taire très souvent. Alors ma question, c'est celle-ci, c'est le poids des mots, mais c'est aussi mon interrogation, pour ne pas dire mon inquiétude, sur les vocations des femmes en politique aujourd'hui, les conséquences de tout ça, à la fois de la prise de parole, bien sûr, mais aussi du traitement de cette prise de parole. Qu'est-ce qu'on va en faire de ces jeunes filles qui, enfin moi en tout cas, dans mon cas de militante de terrain, où pendant des années on essaie de donner cette résilience et de dire mais oui, mais tu es capable aussi de faire de la politique, tu es une femme, mais tu peux en faire. Et aujourd'hui on se dit ah ben non, parce que même dans ce terrain qu'on croyait protégé, parce que justement où on est censé en tant qu'homme et femme politique être un peu plus averti, alerte et dans la protection de l'autre, ben finalement non, ça se passe aussi et c'est peut-être pire parce que justement on a beaucoup plus de mal à prendre la parole. Et dernière question, promis. Ça a été dit tout à l'heure aussi sur les moyens donnés aux associations. Alors moi, je travaille dans la banlieue depuis une quinzaine, voire vingtaine d'années. Et effectivement, on voit que les gens commencent à parler, les femmes commencent à parler. Mais on en fait quoi de cette parole? Moi, tous les jours, c'est 3-4 femmes qui viennent me voir. Parce que, comme le disait Clémentine, je suis reconnue dans l'espace public en tant que féministe et on n'a pas besoin que ce soit d'autres hommes en politique qui nous reconnaissent comme telles. Mais sur le terrain, on est reconnue en tant que femme politique et militante féministe. Et du coup, moi, j'ai 3, 4, 5, 6 personnes qui viennent me voir par jour et qui me demandent de parler, d'être à l'écoute. Mais on en fait quoi de cette parole, sachant les limites du secteur associatif aujourd'hui? Merci beaucoup, madame. C'était très intéressant. Et je pense qu'en effet, il y a quelques pistes qui se dessinent. Il va falloir organiser quelque chose. On ne peut pas rester dans cette espèce d'entre-deux. Et il y a pas mal de boulot, à faire. Et moi, je pense, ce que vous disiez sur la politique, mais là, je me permets, je ne suis que journaliste, mais est-ce qu'au contraire, ça ne peut pas donner encore plus envie à une femme de faire de la politique pour essayer de changer les choses et de se saisir de ce moment très particulier ce moment de bascule qu'on est en train de vivre,
pour justement s'engager et se battre. Enfin, je ne sais pas, moi, mais il me semble. Ah. Allez-y. Juste 2 remarques à verser au débat. La première, c'est qu'il faut quand même avoir le courage de dire que dans les partis politiques ces dernières années, il y a un backlash total sur les questions et les problématiques et les théorisations féministes. On vit sur cette espèce de stock, si j'ose dire, de féminisme de la deuxième vague sur le privé et politique. Ouais, il se trouve qu'en politique, c'est le privé le reste, et surtout quand les sexualités sont pas conventionnelles, ça fait pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est pas étalé au grand jour. Les hommes hétérosexuels, c'est très bien, il n'y a pas de problème, tout ça, mais la sexualité dans le champ politique, elle fait scandale, et elle se livre que sur le mode du scandale, parce que justement, on n'a pas travaillé sur la question des sexualités ou de la sexualité, de l'hétéronormativité, des masculinités hégémoniques, etc. dans le champ social. Donc les partis politiques sont très à la ramasse sur ces questions-là. Ils sont très peu à penser l'intersectionnalité, etc. Donc je pense qu'ils sont plus outillés comme ils l'ont été à certaines époques pour penser les violences, et je dis pas les violences sexistes et sexuelles, je dis les violences de genre, puisque Clémentine invitait tout à l'heure, si j'ai bien compris, à dégenrer la question des rôles politiques, parce que c'est ça fondamentalement le problème. Donc il y a une partie réflexion théorique, et puis il y en a une autre, et qui peut y compris concerner très clairement les enquêtes. Dans le monde politique, la particularité, alors c'est peut-être vrai aussi pour des chefs d'entreprise du CAC 40 qu'on aussi, mais il y a un truc fondamental dans le champ politique, c'est que les individus, quand ils ont une stature un peu importante, ils ont un entourage. Un entourage, c'est typiquement la zone grise, c'est typiquement la zone qui est assez compliquée voilà. Et dans les entourages, ça change les versions. Dans les entourages, ça couvre. Dans les entourages, on sait comment on a dealé telle ou telle affaire pour qu'elle ne sorte pas, etc. Je pense que ne pas traiter l'entourage, c'est une manière de laisser un angle mort relativement important quand on essaie d'aborder la question des violences de genre. Bon, je viens de dealer avec Esther, qui est la maîtresse de cérémonie. Moi, je vous propose un truc. Si évidemment, ça suppose que les intervenantes n'aient pas un rendez-vous tout de suite et qu'elles ne doivent pas partir dans la seconde. Je vous propose un truc. On se donne encore un quart d'heure, mais pas 1 minute de plus, pour que chacune, éventuellement, puisse répondre. Non, mais vous savez, vous allez voir, si vous répondez toutes, à mon avis, un quart d'heure, ça va même être short. Mais quand même, ça me paraît important que vous puissiez toutes réagir à tout ce qui vient d'être dit. Voilà, madame, comme ça, est satisfaite, donc c'est bien. Et voilà, et à 30, on lève le camp. Donc, je vous donne toutes, vous avez toutes 3-4 minutes pour conclure. Moi, j'avais deux points sur lesquels je voulais intervenir. Sur les femmes en politique, faut pas se voiler la face. C'est très compliqué d'être une femme en politique. Il faut s'accrocher. Comment on peut faire? C'est ce que tu posais comme question. Donc, outre notre courage personnel, parce que de toute façon, la politique, c'est un monde compliqué même pour les hommes. C'est un monde de violence, d'opposition, de rapport de force. Donc, c'est compliqué pour tout le monde, mais ça l'est d'autant plus pour les femmes. Mais je crois que plus on mettra en responsabilité, et là, je parle dans les organisations politiques, des femmes et des hommes profondément féministes et qui ont conscience qu'il faut en faire une priorité, et mieux ce sera. Je parle vraiment, moi, je le vois dans mon parti, on promeut de plus en plus des femmes et des hommes qui ont cette profonde conviction, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est un petit peu à l'initiative sur ça, sans être exemplaire du tout. J'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit sur ce sujet-là. Le deuxième point et juste une remarque, il n'y a pas de première mesure, deuxième mesure, troisième mesure, ça n'existe pas. Soit on met en place un plan global stratégique de lutte contre le système patriarcat, de lutte contre les violences sexistes, de l'école à l'université, en passant par l'Assemblée nationale et dans nos maisons, soit on fera que raccommoder quelque chose qui de toute façon ne fonctionnera pas. Et le deuxième point sur lequel je voulais intervenir, en 1 minute, parce que c'est revenu plusieurs fois, c'est sur la chasse à l'homme, le fait de balancer un nom et tout. Et je voulais juste dire, moi, j'ai donné le nom de Jean Lassalle sur Twitter, et ça m'a été beaucoup reproché. Cela dit, si je ne l'avais pas fait, j'aurais pas eu une journaliste de Mediapart qui m'aurait contacté en me disant « J'enquête sur Monsieur Lassalle depuis longtemps, j'ai plusieurs témoignages, le vôtre vient conforter ce qui a été ce que j'ai, est-ce que vous acceptez de témoigner ?»
Et donc l'affaire, il n'y aurait pas eu d'affaire Lassalle si moi je n'avais pas donné son nom. Est-ce que de ça je fais une loi ou une mesure? Non. Je crois que la seule loi qui doit valoir, c'est celle de la liberté des femmes et des femmes victimes de citer ou non leur agresseur. Moi, j'ai fait ce choix-là, je l'assume et au prix de conséquences assez lourdes en ce qui me concerne. Mais je crois que c'était nécessaire dans ce cas-là, mais il n'y a pas de règles en la matière et chaque femme fait comme elle l'entend. Voilà. C'est parfait. Emmanuel Le Texier. Oui, bah, très rapidement, je pense sur la question de la mixité de l'éducation, c'est évident, c'est la base, c'est le socle, c'est pas simplement c'est l'éducation sexuelle et relationnelle, ce sont les rapports de genre. Voilà, et c'est la mixité aussi dans le combat. Et parmi les lanceurs d'alerte au Parlement européen, il y avait aussi Édouard Martin qui a porté cette cause et qui a protégé d'ailleurs son assistante parlementaire qui a parlé. Moi, je vais revenir peut-être sur la liste. Je vais quand même, bien entendu, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse, c'est les structures de pouvoir, etc. Mais je vais quand même donner ma petite top liste. Moi, je pense qu'il faut passer aux sanctions et que les sanctions elles doivent être exemplaires. C'est-à-dire qu'on a par exemple à la Commission européenne et au Conseil, pour des cas de harcèlement sexuel entre membres du personnel, des licenciements. Et donc, on a ça. Et moi, je dis, on doit avoir des sanctions fortes aussi pour les parlementaires quand les cas sont avérés, avec éventuellement une levée d'immunité parlementaire et de pouvoir aller investiguer les cas. Nous avons eu l'année dernière un député polonais qui s'est exprimé pendant un débat en plénière avec des propos sexistes atroces et il a été condamné à 30 journées de suppression d'indemnité parlementaire, 9 000 € quand même, 10 jours d'interdiction d'exercer ses activités et 1 an d'interdiction pour représenter le Parlement européen à l'extérieur. C'était une sanction exemplaire dont on peut être extrêmement fier. Cela dit, elle me paraît disproportionnée par rapport à des cas de peut-être harcèlement sexuel ou moral qui pourraient exister dans l'enceinte. Donc la question est dans la proportionnalité aussi des sanctions. Mais pour moi, ce serait la sanction tout en haut. Et puis bien sûr, la transparence, c'est pour ça qu'on demande un audit externe, parce qu'il ne faut pas avoir peur. On a une demande citoyenne d'exemplarité de nos élus et on doit répondre à l'intérieur et à l'extérieur à cette demande de transparence. Donc audit externe, très important. Et puis la prévention, la formation, voilà, tout ce qui va avec, c'est un paquet. Super. Charlotte Soulary. Moi, je voulais répondre à Madame sur ce que moi, je dirais correspond à la charge mentale qu'on a en tant que militante féministe, puisque voilà, on est nombreuses ici à être identifiées dans nos cercles comme étant la féministe qui va pouvoir t'aider quand tu as un problème, et donc à recueillir une parole sans être forcément formée à ça et en capacité de l'accompagner. Je crois que c'est fondamental que des personnes comme nous se multiplient, qu'on soit toutes et tous vraiment en capacité d'inspirer confiance à des personnes victimes qui viennent nous voir et qui viennent se libérer aussi d'une forme de parole. Par contre, après, nous, on a la charge. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette charge? Et c'est là où c'est une question un peu c'est presque une note à moi-même dans la to-do list. Mais en fait, changer la société, ça va permettre ça. Et pour ça, je pense que la priorité, c'est de féminister nos partis politiques. Parce qu'on a ici des militantes et militants politiques. Féminister nos partis politiques, c'est justement faire prendre conscience que ces sujets-là, ils sont liés, que l'existence d'un entourage qui protège, c'est pas le parti du 21e siècle, que ne pas avoir aujourd'hui un budget dédié aux droits des femmes en France, que d'avoir une permanence téléphonique de la VFT qui ferme parce que pour burn-out en fait, tout ça en fait ça devrait faire partie de nos priorités politiques. Donc pour moi le sujet il est et puis c'est valable. Je reviens toujours aux ABCD de l'égalité parce que j'ai toujours pas digéré que ça soit supprimé ce truc, mais l'éducation dès l'enfance, oui évidemment c'est une énorme priorité et nos partis politiques devraient se lever chaque jour pour asséner ces priorités qu'on a quand on est féministe dans un parti politique. Donc voilà, la question c'est de faire remonter ça de manière beaucoup plus globale dans nos partis pour en faire des vraies priorités politiques. La to-do list, ça c'est un truc. Est-ce que les hommes font des to-do list? Mais je ne sais pas, parce que nous, on en a des... la mienne est interminable. Hein? Oui, voilà. Pardon. Ah, d'accord. Anne-Cécile Melfer. Ah pardon, désolée.
Sur la question de l'éducation à la mixité, oui, évidemment, l'éducation dès le plus jeune âge. Et d'ailleurs, c'est essentiel à une mixité réussie, puisque s'il y a des violences sexuelles en politique et qu'elles sont plus nombreuses aujourd'hui, c'est parce qu'il y a plus de femmes aussi. Et donc, l'éruption des femmes dans les milieux masculinisés, c'est pas si simple. En réalité, quand on voit ce qui peut se passer aussi dans des secteurs, dans le bâtiment ou autre, en fait, quand on est les premières femmes, eh ben, on s'en prend plein la gueule. Donc oui, les deux sont liés et sont essentiels. Et de toute façon, l'humanité, c'est des femmes et des hommes, donc il faut bien qu'on réussisse à trouver une manière d'être en paix. Donc ça commence par le fait qu'il faut qu'ils arrêtent de nous faire la guerre. La deuxième chose sur le côté identité, la difficulté de faire en sorte que dans les partis politiques, on prenne en compte des sujets d'identité sexuelle, de sexualité à la marge ou de manière générale, comment faire en sorte d'intégrer des questions qui sont des questions en fait minoritaires, pas dans le mauvais sens du terme, hein, de minorité. Je crois que c'est le challenge de la gauche en fait aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut faire en fait mouvement collectif, mouvement massif autour de revendications qui ne sont plus uniquement une revendication d'une classe majoritaire vis-à-vis d'une autre classe majoritaire. Et cette question de comment est-ce que l'identité, les questions des identités permettent aussi de formuler des revendications politiques, parce que l'identité est souvent malheureusement encore construite en opposition au collectif. Il y a d'un côté des identités et d'un côté un collectif dans lequel les identités se fondent. Moi, je pense que ça, c'est un sujet qui est au-delà des revendications féministes. Et ça nous concerne, nous aussi, les féministes. C'est comment est-ce qu'on peut faire masse et faire en sorte que, justement, ce soit l'enjeu principal d'une élection présidentielle, par exemple. C'est comment est-ce qu'on peut faire masse derrière nous. Alors, nous, on est la majorité, les femmes. Mais voilà. Puisqu'on est 52% de la population. Enfin, à voter. 52% à voter. Voilà. Mais en tout cas, cette question du collectif, de l'identité, des identités multiples, je pense que c'est le défi pour la gauche au XXIe siècle de réussir à intégrer ça et à transformer ça en outils et en revendications politiques. Clémentine Autain. Oui, d'abord un petit mot sur les hommes. Il ne s'agit pas d'excuser. Non, mais je sais, c'est vraiment pas le sujet. Le sujet, c'est que si on croit aux rapports sociaux entre les sexes, au fait qu'il y a une intériorisation de la domination chez les femmes, il y a aussi chez les hommes des comportements qui sont liés à leur éducation. Donc c'est pas une affaire d'excuses, c'est pas pour les excuser, c'est pour dire que de déconstruire tout ça et apprendre à avoir des relations différentes, et moi je me bats mais vraiment fortement pour dire que ce mouvement MeToo est un grand mouvement de libération du désir et de la sexualité pour les hommes et pour les femmes. Parce que quoi de plus intéressant que des relations entre deux sujets libres? Il n'y a rien de mieux pour inventer tout ce qu'on veut, en termes de séduction, en termes de désir, en termes de sexualité. Donc je crois qu'il ne faut pas le prendre comme quelque chose qui est simplement le contrôle social. C'est important, il faut qu'il y ait la justice, il faut qu'il y ait la police, il faut qu'il y ait tout ça qui fasse son travail. Mais on doit aussi être porteuse et porteur d'un projet de société qui a à voir avec la libération du désir et de la sexualité, première chose. Et donc de rapport entre sujets libres, et c'est là que ça commence à devenir le plus éclatant. Deuxième chose, sur l'éducation, moi aussi je décolère pas sur l'ABC de l'égalité, c'est très important, mais je voudrais ajouter une petite pierre, on n'en a pas parlé, mais c'est la question, parce que peut-être je suis une matérialiste, mais des temps de la vie. Je veux dire, on ne va pas y arriver à l'égalité en politique, mais même ailleurs, tant que la question des tâches domestiques et parentales n'est pas posée dans ce pays comme une question politique de premier plan. Et donc moi, j'appelle vraiment à ce que cette affaire-là soit sur la table, parce qu'effectivement, on n'est souvent pas compétitive, parce qu'on n'a pas tout à fait le même quotidien. Et ça, c'est un problème à régler là aussi collectivement. Et dernière chose, pour terminer sur une note tout à fait optimiste et comment dire, je sais pas comment on peut dire, de conseil, on va dire conseil un peu sous forme de boutade, mais c'est un témoignage personnel. Je suis entrée en politique en même temps que mon étiquette féministe était extrêmement bien estampillée. Bon, et je peux témoigner que jamais de ma vie, je n'ai eu affaire en politique à de la drague lourde, à du harcèlement de près ni de loin, à rien. Mais rien de chez rien. Du sexisme ordinaire dans les rapports politiques, plein. Tout plein. Mais pour ce qui concerne ce domaine-là, rien. Le pire qui me soit arrivé, je pense, c'est un jour un mec qui m'a dit « Est-ce qu'on peut dire que tu as une jolie robe ?»
Oui, tu as le droit d'être agréable, du con. Mais non, je le dis. Non, il y a des journalistes dans la salle, ne le mettez pas comme ça. Tu as le droit d'être poli et d'être bienveillant et de se dire des choses agréables, mais visiblement, la frontière n'est pas toujours très, très nette. Donc, je vais juste inviter toutes les femmes qui sont en politique à prendre son casque féministe pour arriver, parce qu'en fait, c'est assez sympa. Ça protège et je constate que avant il y avait des générations de femmes qui entraient qui disaient je mets sous le boisseau mon féminisme parce que je vais être mal vue. Et ben moi j'invite les femmes à dire non, on le fait, on le met, c'est joyeux, c'est sympa et ça donne des rapports qui sont des rapports vachement plus chouettes. Voilà. Super, c'est bien de terminer ce débat avec ça. Alors Esther a noté qu'il restait 2 minutes et du coup elle va les utiliser pour conclure. Tiens, ou alors. Bon, d'abord, je remercie toutes les personnes qui étaient là, toutes celles et tous ceux qui sont dans la salle. Madame Schwarzbrod, vous avez quand même sacrifié une demi-journée enfin, c'est appréciable vu le travail qu'il y a parce que je suis venue les voir. Ils sont comme des abeilles dans une ruche. Bon, écoutez, moi, je voudrais très brièvement répondre à Anne-Cécile. En politique, on croit que nous au Sénat, moi je ne peux pas parler de l'Assemblée, mais que nous au Sénat, on va pouvoir changer les choses. C'est pas vraiment possible encore. C'est ça le problème, parce que d'abord il y a des règlements qui sont tous faits pour favoriser le rôle des hommes. Hein? Quand vous faites, par exemple, une mission d'information, une délégation, un comité, vous allez à la conférence de presse chapeautée par le président de la commission. Enfin, je donne des petits exemples. Enfin, vous savez, on se débrouille quand même. Hein? Il ne faut pas croire qu'on est là sous l'emprise des hommes. Et ce matin, j'ai parlé de ça. On ne peut pas intervenir tout le temps. On vous coupe la parole. On ne vous laisse pas poser des questions, il faut se battre, on vous traite d'hystérique, etc., etc. Il y a toute une série de choses et on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Mais quelqu'un ici avait parlé, quelqu'un de sororité, c'est vous, et je pense que c'est un des pas importants à accomplir. Parce que vous voyez, enfin, je vais donner un exemple, c'est plus concret. L'autre jour, enfin après 50 heures d'audition, on a présenté un rapport sur les mineurs, sur le viol des mineurs. Écoutez, c'est extraordinaire. Il y avait un paternalisme. Celle qui a présenté le rapport, la rapporteure qui s'est mise à pleurer, etc. Donc, si nous-mêmes, nous ne faisons pas un travail sur nous, et si nous ne faisons pas ensemble, nous ne construisons pas une solidarité pour faire des choses ensemble, et ne pas toujours dire oui, oui, parce qu'on aura une vice-présidence là, ou qu'on aura des petites miettes, ça ne va pas aller non plus. Il ne faut pas tout le temps dire que oui, il y a le machisme, mais nous, en même temps, on n'est pas toutes armées pour combattre ce machisme et aller de l'avant pour faire des choses. C'est très difficile de faire des choses dans les institutions. Vous le savez bien, le conservatisme est tellement prégnant que, voilà, il ne faut pas attendre non plus qu'on fasse du jour au lendemain des choses. Mais bien sûr, on est toutes et tous dans le même combat et nous y arriverons. Alors pour faire maintenant la police, je vous dirais que l'institution est aussi très réglementée, donc celles qui sortent et ceux qui sortent aussi, vous êtes tenus d'arriver à 14h15 parce que vous subirez encore le contrôle. Donc, je vous donne l'horaire et puis nous nous retrouvons toutes et tous ici à 14h30.